Salut à tous. Bonjour tout le monde. C'est Guillaume de Digital Loire-Vallée. Je suis très heureux de vous accueillir. Bonjour tout le monde. Antoine est un expert des tests utilisateurs. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Il va tout nous dire comment on réussit ces tests, pourquoi déjà on fait des tests utilisateurs, à quoi ça sert, dans quelles conditions il faut en faire, évidemment quels objectifs on se fixe et tout ce qu'il faut savoir pour suivre la bonne procédure et avoir les bons résultats. Je vous invite à répondre au sondage qu'on a mis dans l'espace sondage pour savoir si vous avez déjà réalisé ou non des tests utilisateurs. Ça va permettre à Antoine d'adapter son intervention. Bien évidemment, vous avez toujours l'espace questions pour poser des questions. Antoine y répondra au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. N'hésitez pas à nous partager votre retour d'expérience. Je vous laisse tous vous installer les uns et les autres. Et Antoine, on va pouvoir démarrer. Allez, c'est parti. Encore désolé pour ce petit couac technique à l'installation. C'est bon, maintenant les tuyaux sont connectés. On y va. Donc, on est ensemble pour cette heure pour parler test utilisateur. Pourquoi est-ce que j'ai proposé ce thème à Théo et Guillaume? Tout d'abord parce que je fais partie de la vaste famille des UX designers, et puis parce que cette thématique des tests utilisateurs, j'ai envie de dire, elle est assez universelle, dans le sens où, quelles que soient vos activités, nos activités, on peut dans l'absolu tous prétendre à réaliser des tests utilisateurs. Donc pour ce voyage d'une heure qu'on va faire ensemble, je vous propose d'aborder 7 points clés. Les 7 points clés pour bien se préparer et bien préparer ces tests utilisateurs. Bien entendu, cette heure passée ensemble ne fera pas de vous des experts en UX design, et à la fin de cette heure-ci, vous n'aurez pas un niveau de connaissance expert pour mener vos tests utilisateurs. Néanmoins, la promesse que je vous fais, c'est de vous amener à vous poser les questions clés qui vont vous permettre de bien vous préparer à faire vos tests utilisateurs. Les 7 points clés, quels sont-ils? On les parcourt ici ensemble. Premièrement, c'est un peu le b.a.-ba déjà. Pourquoi tester? Ensuite, que tester? Qu'est-ce qu'on va pouvoir tester? Je ne l'ai pas rappelé, c'est peut-être le moment de le faire. L'intitulé de ce talk parle de test utilisateur. On entend test utilisateur d'interface au sens large. Donc, site internet, qu'il soit responsive ou non, appli mobile, c'est avant tout de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quand tester, troisième point clé, avec quel type de test? Donc c'est là où je vais parcourir avec vous un petit éventail des possibilités. Et puis bien sûr, il n'y a pas de test utilisateur sans utilisateur. Donc les 3 autres questions clés, ce sera combien d'utilisateurs, comment les recruter, mais c'est pas tout, aussi comment les remercier. Voilà le menu du jour. En une slide, très brièvement, moi je suis Antoine Blanchard, donc je suis indépendant, alias Kalinoco, c'est le nom de mon entreprise. J'ai 2 volets dans mon activité. Un premier volet, c'est de la recherche utilisateur, pour pas dire étude d'expérience client, étude client. Alors j'ai noté citoyen parce que il m'arrive aussi d'intervenir pour des collectivités, ça c'est le premier volet. Et en 2 mots, le deuxième volet, une fois qu'on a compris le qui, à qui on a affaire, eh bien ensemble, on amorce la solution, le quoi. Et donc pour cela, la deuxième casquette, c'est innovation collaborative et design participatif, avec en toile de fond le design thinking comme méthodologie. Celles et ceux qui souhaiteront me poser plus de questions, on aura l'occasion d'en discuter plus tard sur mon activité. C'est tout pour ma petite introduction. On commence tout de suite. Pourquoi réaliser des tests utilisateurs? Alors, je suis certain que parmi vous, vous avez déjà quelques petites idées. J'ai envie, pour commencer, en premier élément de réponse, de vous présenter un chiffre, 88%. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre, 88%? Eh bien, 88% de vos utilisateurs ne reviendront pas sur votre site ou sur votre app suite à une mauvaise expérience.
Donc, bien entendu, nous, ce qu'on va se donner comme mission, ça va être d'être en sorte d'inverser cette émotion, cette sensation, et de faire en sorte, évidemment, que ça se passe bien pour leur donner envie de rester, d'acheter, et puis tant qu'à faire, de revenir, et puis d'être force de recommandation vis-à-vis de l'entourage de nos utilisateurs pour avoir de futurs utilisateurs par la suite. Une autre petite phrase importante à partager dès le début, vous aurez beau tout faire, vous ne serez jamais vos utilisateurs. Pas plus que votre conjoint, votre conjointe, un ami, un voisin, non. Pour ça, rien ne remplace de vraiment les solliciter. Vos utilisateurs vous réserveront toujours des surprises, mais encore faut-il se donner la peine de les écouter pour comprendre de quelle surprise il s'agit. J'aimerais également partager avec vous une citation que l'on doit à Jim Stengel de Procter & Gamble, qui a dit « Si vous voulez comprendre comment chasse le lion, n'allez pas au zoo, rendez-vous dans la savane ». Pourquoi? Parce que le zoo n'est évidemment pas son environnement naturel. Et donc, autant que possible, quand on fait des tests utilisateurs, on essaye de recréer des conditions le plus naturelles, spontanées possible, avec le moins de biais possible. Quand on parle de test utilisateur, l'idée, ça va être de mettre en place une sorte de cercle vertueux. Alors, vous avez dans la partie haute de mon petit schéma, on va, avantage pour vous, réduire l'incertitude, les risques, les irritants liés à votre produit, à votre service et à son usage. Et par là même, on va améliorer la satisfaction de vos utilisateurs dans le but d'emporter plus d'adhésion et pourquoi pas enregistrer plus de ventes. Les objectifs d'un test utilisateur. Alors, c'est là qu'on va commencer à attaquer un petit peu de diversité. Il y a plusieurs objectifs qui sont évidemment possibles, qui se cumulent ou non. On va commencer par un premier. Observez par exemple la navigation spontanée de vos utilisateurs, que ce soit sur votre site ou votre application, pour comprendre par où ils se dirigent, quel chemin ils empruntent. Alors ça, vous pourriez me dire avec des statistiques, on pourrait avoir déjà des beaux éléments de réponse. Oui, mais c'est une chose d'avoir les stats et de voir les chemins se dessiner, c'en est une autre d'avoir la verbalisation des parcours par les utilisateurs eux-mêmes. On peut également interroger leur compréhension de ces utilisateurs au regard de contenu ou d'offres. Par exemple, que comprenez-vous de ce nouveau produit, de cette offre? On imagine une banque qui a un crédit un peu complexe, par exemple du crédit IMO. Eh bien, dans quelle mesure est-ce que ces utilisateurs comprennent ce qui est proposé, ou également aussi sur des sites, pourquoi pas, ça m'est arrivé de faire tester des portails d'information. Là aussi, que comprenez-vous des textes qui sont affichés? Dans quelle mesure sont-ils intelligibles par vous? Sont-ils adaptés à votre niveau de connaissance du sujet? Autant de possibilités de tester la compréhension des contenus. Autre objectif possible, interroger les utilisateurs sur leurs usages et non-usages aussi de fonctionnalités. Bien par exemple, je remarque que pendant le test, vous avez utilisé le moteur de recherche. Pourquoi l'avez-vous utilisé? Est-ce pour vous une habitude d'utiliser le moteur de recherche sur un site internet? Ou à l'inverse, pourquoi ne l'auriez-vous pas utilisé? Je continue sur mon idée du moteur de recherche. Le moteur de recherche vous permet de filtrer telle famille de produits avec tel critère. Tous ces critères vous semblent-ils pertinents ou non? En manque-t-il? Éventuellement, y en a-t-il en trop? Etc., etc. On peut également interroger les utilisateurs sur leur appétence pour de nouveaux contenus, nouvelles fonctionnalités, et là on se projette dans l'avenir. Et enfin, et bien évidemment, on peut également évaluer toute une expérience globale avec tout un scénario, avec tout un enchaînement d'étapes, avec un texte qui peut être plus ou moins long selon l'objectif qu'on le définit ainsi. Vous le voyez, des objectifs, il en existe déjà une belle palette et donc on peut déjà apprécier un certain nombre de notions avec les tests utilisateurs. Est-ce qu'on a déjà des questions à ce stade en citant les principaux objectifs de test? Alors, on n'a pas de questions pour le moment, mais je rappelle que tout le monde peut les poser dans l'espace dédié. En revanche, on a des réponses au sondage D'accord. que nous avons proposé en introduction. Et là, on a une égalité parfaite puisque 50% d'entre vous a déjà réalisé des tests utilisateurs et 50% ne l'a pas fait. Et on peut imaginer, pas encore fait d'ailleurs. Ce sera donc intéressant, ce serait intéressant si vous en êtes d'accord, que vous nous partagiez quelques
quelques cas concrets. Donc, j'invite les uns et les autres, si vous le souhaitez, à vous manifester dans le chat, si vous voulez partager votre expérience, faire remonter des points de blocage ou au contraire des réussites, des échecs. Voilà, c'est totalement ouvert, n'hésitez pas. On vous invite sur scène quand vous le souhaitez. Vous vous manifestez dans le chat et vous viendrez partager votre expérience avec nous. Et voilà. j'allais dire tout à fait Thierry, tout à fait Guillaume. Dans un instant, on va voir une palette un peu de différents types de tests. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que dès qu'on aura vu cette slide de présentation un peu de cet éventail de choix de tests, que vous me disiez lesquels de types de tests vous auriez déjà essayé. Comme ça me permettra de éventuellement adapter la suite du discours. Ça, on devrait y arriver d'ici 5-10 minutes. Voilà. On continue. Après les objectifs de test, que souhaitez-vous vous tester? Donc là, on va davantage se concentrer sur le matériel de test. Une fois qu'on a vu le pourquoi tester avec les objectifs, maintenant que tester, on est donc sur le quoi. Je vous donne à voir ici une petite liste de matériel de test le plus courant, parmi les plus courants. Donc on peut avoir du site internet ou de l'application mobile. On peut avoir du site internet qu'il soit responsive ou non. Quand on dit site internet responsive, notamment on peut s'attendre à ce qu'il y ait les 3 formats, mobile, tablette, ordinateur. Et puis également sur la notion de état d'avancement du matériel à tester, on peut faire tester du matériel en production, un site ou une application en production, versus également du prototype avec différents niveaux de précision. On va parler de haute ou de basse définition, selon le degré d'interaction que les utilisateurs pourront accomplir et selon le degré de finition du prototype. Je vous donne également à voir quelques idées de matériel de test un peu plus rares et un peu plus originales. Par exemple, on voit de plus en plus fleurir sur des sites e-commerce ou de services des agents conversationnels, pour ne pas dire chatbot. Éventuellement, ça peut être également aussi l'objet de test pour vérifier comment les utilisateurs parviennent à dialoguer aisément ou non avec le bot, voire même aussi avec de vrais humains derrière. Également, on peut envisager de faire tester des bornes tactiles ou pourquoi pas encore des applications métiers. On imagine par exemple des agents Enedis qui ont une appli métier embarquée et qui, lorsqu'ils sont sur site, permettent de renseigner différentes données comme position géographique, le matériel à réviser et autres et autres. Enfin bref, voilà un aperçu, petit aperçu du panorama, du champ des possibles. Là aussi, n'hésitez pas, en réponse à la question posée par Guillaume il y a quelques instants, à nous dire quel matériel de test vous avez déjà vous-même testé. Je trouve que c'est intéressant à savoir. On a vu le pourquoi tester, on a évoqué le qu'est-ce qu'on peut tester. La prochaine question, le prochain point clé, ça va être quand tester. Et là, vous allez voir, là encore, la réponse, il y a un certain champ des possibles, puisque vous allez voir là les 3 étapes possibles qui constituent en fait un cercle, le cycle de vie du produit ou du service. Bien tout d'abord, selon où vous en êtes dans votre projet, vous pouvez déjà envisager des tests dès une phase exploratoire pour préciser des intuitions, valider des convictions, pourquoi pas aussi pour faire du comparatif avec un concurrent, plusieurs concurrents. Ça peut être une façon de nourrir votre réflexion. En phase de conception, donc à ce moment-là, votre solution, votre site, votre application n'est pas encore en ligne, plutôt au stade de prototype, plus ou moins avancé, vous allez pouvoir valider des contenus, des fonctionnalités, un mode de fonctionnement, un processus, tout cela est bien entendu possible au stade de prototype avec, on imagine, des problématiques plus ou moins poussées peut-être de confidentialité de votre prototype, ce qui pourra amener à guider certains choix dans les types de tests que vous pourrez faire alors ou non. Et enfin, 3e et dernière étape, en production, votre site internet, votre application est en ligne, et aussi bien pour s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, itérer, itérer, toujours itérer, ou alors parce que vous aviez des signaux faibles ou forts qui vous sont remontés, qui vous donnent à voir qu'il y a par exemple une étape dans votre tunnel de commande, ou plusieurs, ou en tout cas des
vous avez des données qui vous sont remontées, qui vous laissent entendre qu'il y a un problème quelque part, avec des métriques qui vous remontent, et bien dans ce cas-là, complétons le quanti par du quali avec du test utilisateur pour aller approfondir le point. Est-ce que l'on a des réactions à ce stade sur quel matériel de test vous avez déjà testé, éventuellement à quelles étapes? Alors, on a une réaction aussi, c'est nous dit qu'elle a testé qu'une appli D'accord. métier. Est-ce que pour une appli métier, tu as des recommandations ou Alors, les particularités qu'il faut intégrer quand on parle d'applications métiers versus des sites ou applications grand public, un utilisateur lambda sur du grand public, il n'a pas à fournir d'efforts particuliers pour comprendre le fonctionnement de votre site ou de votre application. C'est vraiment à nous de faire l'effort de rendre les choses accessibles pour lui. Là où sur une application métier, quand on est sur quelque chose de beaucoup plus spécifique, il peut être considéré qu'il y a un temps d'accompagnement à prévoir de formation des agents ou des collaborateurs dans l'usage de cette application métier. C'est une grosse différence à prendre en compte parce que ça veut dire que on part du principe que donc sur une application métier, il ne serait pas surprenant que les utilisateurs aient besoin d'être à minima accompagnés au départ. Après, dans une certaine mesure, hein, j'en conviens, je nuance mon propos. Là où, encore une fois, sur du test utilisateur commun des mortels, non, on va considérer que c'est plutôt au designer ou à celui qui a l'éditeur de la solution de faire en sorte de l'adapter au mieux. Et quand vous avez de longs tutos au départ, lors de votre découverte d'une solution grand public, ben, ce peut être un signe de trou dans la raquette ou de difficulté pour faire le onboarding des utilisateurs. C'est là un principal point que je vois de différence à prendre en compte. Après, sans plus d'éléments en l'état, je ne sais pas encore à ce stade que répondre à notre participante. Ok, merci en tout cas Antoine. Je relais une autre question, celle de Lisa, qui nous demande si on peut faire un test utilisateur sur un site concurrent pour en tirer les plus et les moins pour une nouvelle fonctionnalité qu'on voudrait soi-même déployer sur notre propre site, par exemple. Bien sûr, tout à fait, c'est une très bonne question et plusieurs éléments dans la réponse. Déjà, si tu as en tête un concurrent plus que d'autres, eh bien, on peut complètement envisager de faire un test utilisateur vis-à-vis de son site. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va évidemment pas contacter le concurrent pour lui dire eh oh, j'aimerais bien avoir un échantillon de tes clients pour pouvoir les contacter et au fait, je vais leur faire tester ton site et les données seront pour moi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Comment ça se passe? On fait appel à un panéliste, soit une solution qui embarque et panel de test et solution de test à distance, et auquel cas vous allez pouvoir toucher des clients de votre concurrent pour avoir leur avis sur la solution concurrente. Et j'ajoute juste également ce qu'il est possible de faire. Vous pourriez tout à fait me dire, mais au fait, moi, des concurrents, j'en ai plusieurs, et en fait, j'en ai deux sur lesquels je m'interroge. Et bien, dans ce cas-là, on peut également faire soit deux possibilités. On fait une première session de test uniquement avec des utilisateurs, un groupe A, sur le premier site A, et un deuxième groupe B sur le deuxième site B. Mais dans ce cas-là, un même utilisateur ne joue pas la comparaison. Alors que ce qu'on peut également faire, c'est envisager que un même groupe d'utilisateurs va tester la solution d'un concurrent A et la solution d'un concurrent B. Et là, on touche à des variables de tests dans la comparaison. On parle de tests monadiques selon combien de solutions va tester un même utilisateur. Voilà. D'autres interventions? D'autres remontées de réactions? Julien nous dit que lui, il a testé pour un site e-commerce en responsive et sur différents formats. Oui. Smartphone, iOS, Android, tablette, D'accord. iOS, Android et PC avec les différents navigateurs. Là, j'imagine qu'il faut avoir une vision assez large. Alors là, ça fait effectivement beaucoup de variables. Le propos de Julien me permet d'anticiper un tout petit peu, sans trop le dévoiler, un point qu'on va voir un peu après. C'est en fait combien d'utilisateurs on va devoir solliciter. Et ce combien, il dépend de ce qu'on appelle variable, silo, en tout cas, combien de caractéristiques clés on va prendre en compte pour solliciter des utilisateurs différents. Je propose de garder, hop, j'ouvre le frigo, on met le point au frais pour le ressortir dans quelques instants puisque je vais le développer juste après. Voilà. Alors, j'ai à vous présenter deux principales
configuration de test. Qu'est-ce que j'entends par configuration de test? Je vous donne tout de suite la réponse. Eh bien, j'évoque ici, lors de ma présentation, deux typologies en particulier, ce qu'on va appeler le test présentiel ou en labo, et le test distant. Concrètement, de quoi il s'agit? Vous avez à gauche le test présentiel ou en labo. L'utilisateur se déplace sur le lieu du test, donc ça peut être chez vous ou chez votre client. En tout cas, il fait l'acte de se déplacer dans une pièce qu'on aura dédiée à cette activité de test. On l'appelle le labo. C'est pas très esthétique, ça fait un peu rat de laboratoire, j'en conviens. Néanmoins, c'est le jargon. Le test a lieu donc en direct, il est donc synchrone et il est dit modéré par l'animateur, puisqu'il y a un animateur qui est à côté de l'utilisateur. Versus l'autre grande configuration de test, le test distant. Là, l'utilisateur, comme je l'ai illustré, il est dans son canapé, il est chez lui, il est à distance et il réalise son test en autonomie, le plus souvent, c'est-à-dire quand il le souhaite, puisqu'il est en asynchrone et sans être modéré. Attention, ça fait un peu beaucoup de vocabulaire. Alors, révisons cela rapidement. Briller lors d'un prochain cocktail, ça tombe bien, la semaine prochaine, il y a un apéro avec la Digital War Valley à Orléans. Au détour d'une discussion, vous pourrez affirmer comme ça, si un test est asynchrone, donc ça veut dire que l'utilisateur est a priori chez lui et n'est pas avec un modérateur, et il le fait quand il le souhaite dans le temps, il est le plus couramment non modéré, pas de modérateur, pas d'animateur, et il n'a pas lieu en laboratoire. Voilà pour quelques gros mots de jargon à maîtriser. Antoine, merci pour cette minute lexique expert. J'imagine qu'il y a des tests qui se prêtent mieux au labo et d'autres qui se prêtent mieux oui. au distanciel. Tout à fait. Ça va, entre autres, dépendre de votre matériel de test. On peut imaginer, par exemple, que si vous avez quelque chose de plutôt confidentiel à faire tester, eh ben, je vous vois mal accepter de faire du test à distance avec des utilisateurs qui seront chez eux, pourquoi pas parmi eux quelqu'un de la concurrence, à pouvoir réaliser des captures d'écran sur des écrans et d'éventuelles données plus ou moins sensibles. Donc, dans ce cas de figure-là, par exemple, on imagine peut-être si vous voulez vraiment avoir la main mise sur le matériel de test et que rien ne sorte, on privilégie le test en labo. À l'inverse, on imagine, vous avez des tests à faire avec une cible qui est particulièrement difficile à atteindre, soit parce que dans l'ensemble de la population, cette cible, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans cette cible, ou encore parce que cette cible en question a un emploi du temps, un agenda qui est particulièrement peu compatible avec vous-même, vos horaires, etc. Dans ce cas-là, vous me voyez venir, à l'inverse, le test à distance sera à privilégier. Pourquoi? Parce qu'il est asynchrone. En fait, toutes ces possibilités de test, je vous propose de visualiser un Rubik's Cube. À vous de composer, en vous posant les bonnes questions, et ce dont on parle aujourd'hui, la bonne combinaison qui va correspondre à votre test utilisateur. Et même si je vous ai présenté juste sur la slide d'avant, j'y reviens, deux grandes familles de tests présentiels en labo ou à distance, peut-être que votre clé d'entrée, c'est une autre clé, mais qui très rapidement va vous faire dire vous êtes à gauche ou vous êtes à droite. Je propose de faire un petit focus sur une solution qui existe parmi celles de tests à distance. Pourquoi? Parce que j'en suis moi-même utilisateur et expert, c'est Testapic. Je vous rassure, la présentation sera assez courte sur cette solution, puisqu'encore une fois, il en existe un tas d'autres. Testapic, en quelques mots, c'est une solution de test à distance, exclusivement, donc pas en labo. L'utilisateur est chez lui à distance, il réalise son test en autonomie, c'est-à-dire quand il le souhaite, en asynchrone, sans être modéré. Testapic, en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est deux choses. C'est à la fois un panel d'utilisateurs, de plus de 300 000 utilisateurs en France, et le panel continue de s'élargir à l'étranger, et en même temps, c'est une solution technique d'enregistrement. Enregistrement, qu'allons-nous enregistrer? Vous aurez l'occasion de le voir si vous restez jusqu'à la fin avec nous. J'aurai des extraits de vidéos à vous montrer. Vidéo de quoi? Non, ce ne sont pas les utilisateurs qui sont filmés. On parle bien de tests utilisateurs enregistrés, mais pourquoi? Les utilisateurs commentent, donc on a leur voix, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils comprennent, et ce que l'on voit à l'écran, c'est leur retour d'écran. Donc je redis, lorsqu'on parle de test utilisateur vidéo, l'écran des utilisateurs est enregistré, et c'est leur son que l'on a en piste audio. Je fais un petit focus sur les deux types de tests que l'on peut faire avec Testapic. Donc là, on a fait un premier focus sur
une solution de test à distance. On va encore aller un peu plus loin dans le détail avec deux types de tests à distance que permet de faire cet outil. Je vais parler de tests questionnaires à gauche versus tests vidéo. Les tests questionnaires à gauche, on est dans l'objectif de faire une étude mixte quali-quanti, en tout cas davantage quanti en premier lieu. Mais néanmoins, on peut faire un peu de quali. Les utilisateurs répondent pendant leur navigation sur votre site ou sur votre appli à des questions ouvertes et fermées. Objectif, recueillir des verbatims et des statistiques de perception sur plutôt des éléments précis, sur des pages. Là où le test vidéo en parallèle, on est sur une étude 100% qualitative. Les écrans et les commentaires vocaux des utilisateurs sont enregistrés. Et l'objectif, cette fois-ci, c'est recueillir davantage des éléments sur des navigations spontanées, des compréhensions. Vous voyez, donc les deux peuvent être complémentaires. Un aperçu très rapidement, quand on est sur du test questionnaire, et bien voilà comment ça se matérialise sur ordinateur. Vous avez les questions posées au sommet de la page avec un petit module à installer dans Google Chrome, des commentaires lorsqu'ils sont ouverts. Et par ailleurs, sur les tests vidéo, vous avez là aussi un petit aperçu de la consigne qui est donnée à l'utilisateur à réaliser en la finissant par « j'ai réussi » ou « je n'ai pas réussi ». Voilà pour ce petit aperçu du panel des possibles. Maintenant, on va atteindre un autre point clé dans les 7 points clés que je vous ai promis que nous allons voir ensemble. Combien d'utilisateurs pour mon test? Alors, pour répondre à cette question, afin de ne pas partir dans tous les sens, je propose pour vous apporter des éléments de réponse en restant concentré dans l'immédiat sur des tests utilisateurs distants au regard des deux possibilités qu'on a vues juste avant, du test questionnaire ou du test vidéo. Prévoyez de recruter. Premier cas de figure, si vous voulez faire du test questionnaire, donc on est sur du quanti, avec un petit peu de quali éventuellement, vous allez privilégier un recrutement de 30 à 50 utilisateurs par segment. Attention, segment, tout est derrière ce petit mot. Tout à l'heure, Guillaume, quand tu m'as dit quelqu'un parmi vous participants a dit qu'il avait déjà fait des tests avec plusieurs variables selon les navigateurs, pourquoi pas selon les OS et aussi selon les tailles d'écran. Bien, déjà là, vous êtes en train de mixer un certain nombre de segments. Pourquoi? Parce que, premièrement, le type de terminal, j'entends par là ordinateur, mobile, tablette, eh bien dans l'absolu, je vois déjà là 3 segments. Mais après, si vous voulez en plus corréler le côté OS, ben on va multiplier les segments. Et encore, à ce stade, on n'a même pas encore évoqué, vous pourriez me dire, ben peut-être que je voudrais un type de mes profils clients et versus un autre. Donc vous voyez, il faut quand même adopter un nombre raisonnable de segments pour ne pas non plus rentrer et cumuler dans trop de possibilités. Parce que bien évidemment, bah, tout cela, ça a aussi un coût, on y viendra après. Quand on est sur du test vidéo, le repère que je vous donne aujourd'hui, c'est on est à peu près sur 7 à 10 utilisateurs par segment. Pourquoi? Peut-être certaines d'entre vous l'ont déjà vu ou en ont déjà entendu parler. On considère qu'avec 8, 9, 10 participants, eh bien, on lève déjà sur un même matériel de test 80 ou un peu plus de ce qu'il y a à soulever. Et qu'après, chaque utilisateur qu'on va ajouter va apporter très peu dans la découverte de nouvelles choses intéressantes. D'où ces chiffres qu'on retrouve dans la littérature UX. Un segment, je l'évoquais, c'est peut-être quoi? C'est peut-être un persona, un profil type d'utilisateur. Je dis la première chose qui me passe par la tête. On peut imaginer par exemple un profil de primo-accédant pour de l'achat immobilier versus des personnes qui ont déjà réalisé au moins un achat. Bon, sans doute, ils n'ont pas le même niveau de compétence et d'expérience du sujet. Ou encore le terminal, comme je l'ai déjà dit là. J'imagine, Antoine, que ça vaut, parce que là, tu prends des exemples qui sont plutôt dans la sphère du grand public. Oui. J'imagine qu'on peut trouver ces différences-là également dans un cadre intra-entreprise, par exemple sur un process métier, quelque chose qui serait interne à l'entreprise. On doit pouvoir avoir différents publics Là encore, tout à fait Thierry, j'ai envie de dire. Imaginons un CRM, par exemple. Il y a un CRM qui est utilisé dans une entreprise, il va y avoir différents métiers qui vont utiliser ce CRM. Eh bien, on pourrait imaginer modéliser différents personas pour regrouper plusieurs types de métiers. On imagine par exemple des fonctions RH versus des fonctions commerciales et peut-être d'autres groupements d'utilisateurs. Et ainsi, on aura
un persona, donc un segment d'utilisateurs à faire tester, représentatif de chacune de ces grandes familles. Donc, ce peut être une illustration de ce que tu disais là. La question suivante, vous me voyez venir, comment est-ce qu'on va recruter nos utilisateurs? Bien, c'est assez simple. Déjà, on a deux orientations qu'on va pouvoir suivre. Alors là, je me place plutôt d'un point de vue entreprise client. Après, si vous avez des questions davantage axées collaborateurs internes, n'hésitez pas à me les soumettre. Mais concrètement, eh bien, si vous voulez toucher des clients, voire des clients de concurrents, hein, comme on l'a dit, hein, eh bien, vous allez pouvoir faire du recrutement. Alors, si vous voulez des clients de concurrents en externe, via un panéliste, c'est ce que vous avez dessous, au bas de l'écran. À ce moment-là, vous n'êtes jamais en contact avec les utilisateurs, vous n'aurez jamais les coordonnées. Pourquoi? Bien parce que c'est l'or des panélistes, c'est ce qui les fait vivre. Donc, vous déléguez le recrutement et le panéliste à charge pour lui de prévoir tous les tests. C'est lui qui gère cette partie-là. Et donc, ils sont en contact exclusif, ces utilisateurs, avec le panéliste qui a surtout de A à Z. Et l'autre possibilité, en interne, parmi vos clients, vous contactez les utilisateurs et assurez leur recrutement. Vous assurez également la remise de gratification. Et oui, parce que si vous faites les choses en interne, c'est pas le tout de se dire on va recruter des utilisateurs, mais il y a un moment, il va aussi falloir les remercier. C'est un petit peu la carotte pour leur avoir donné envie de participer. Je reviens sur cette entre guillemets carotte dans quelques instants. J'attire juste votre attention sur quelque chose qui n'est pas négligeable. En interne, quand vous avez à faire du recrutement d'utilisateurs, il arrive que dans certaines entreprises, selon leurs organisations, le contact avec les clients finaux, c'est la chasse gardée des commerciaux. Attention, n'allez pas vous mettre vos collègues commerciaux à dos. C'est très important de faire un peu preuve de pédagogie et de préparer le terrain en disant je vais chercher à contacter des utilisateurs. Voilà comment je souhaite m'y prendre. Voilà à quelle fin. Certes, vous, commerciaux, vous êtes organisés avec des territoires et les clients sont sous votre responsabilité selon le découpage de ces territoires. Acceptez, entendez que pour une fois, quelqu'un de l'entreprise autre que vous aille solliciter ses clients. J'attire vraiment sur votre attention sur ce point-ci parce que c'est du vécu. Hein. Parfois, il y a des commerciaux ou des fonctions équivalentes que ça peut choquer au premier abord, mais après, a priori, ça se passe bien. Toujours à propos des utilisateurs, on a vu deux façons, deux grosses possibilités de les recruter. Maintenant, comment est-ce qu'on les remercie? Alors, je vous fais part des gratifications les plus fréquentes que moi j'ai déjà vues. Le plus fréquent, c'est de la carte cadeau. Carte cadeau multi-enseigne. La valeur, on va y venir juste après. Ou pourquoi pas, selon votre métier ou qui vous êtes, une entrée, un billet pour une activité, un spectacle, un parc. L'automne dernier, j'intervenais pour mener une étude pour une collectivité. La collectivité gère notamment un parc aquatique. Qu'offrons-nous? Typiquement, un des premiers trucs qui nous vient en tête, des billets d'accès à la piscine. Plusieurs billets, voilà. De l'argent selon les trébuchants. Alors, dans l'absolu, oui, c'est possible. Attention, entourez-vous quand même de certaines précautions. Il ne faut pas que ce soit considéré comme une rémunération déguisée. Là, j'atteins les limites de mes compétences. Ce serait intéressant d'avoir un regard davantage juridique en la matière, mais n'allez pas faire de bêtises. Le plus courant, c'est quand même de la carte cadeau ou des entrées, des billets, quelque chose plutôt en nature. Est-ce qu'on a des remarques ou des interventions là concernant le recrutement des utilisateurs? Alors, pas forcément sur le recrutement, mais une question qui concerne un peu la manière dont on conduit les tests. Julien nous demande si les utilisateurs utilisent un bug tracker. J'imagine dans le cas de tests sur des applications, des choses assez... Eh bien non, parce que à ma connaissance, le bug tracker, c'est plutôt un outil technique, plutôt un outil expert. Quand on fait du test utilisateur, l'utilisateur vient comme il l'est et on part du principe qu'il n'est pas un spécialiste d'Internet, du web, des navigateurs et autres. Et là, on le sollicite, c'est davantage sur son avis, ses préférences, sa compréhension ou non. On est davantage sur ce registre. Ça veut dire aussi, si je poursuis un peu ton raisonnement, qu'il faut aller chercher des testeurs qui sont le moins possible connaisseurs déjà de certains éléments. C'est une très bonne remarque. Alors, si vous avez vous-même à recruter vos participants, mettez une sorte de filtre lors de votre recrutement de vos
que vous allez formuler vos questions qui vont permettre de qualifier les prétendants à votre test pour identifier ceux qui auraient un certain degré d'expertise. Attention, l'expertise, elle peut être de deux types. On peut avoir de l'expertise métier, quelqu'un qui a vraiment un degré de connaissance très poussé, qui ne sera donc pas représentatif du niveau moyen de connaissance, à moins de se dire, on intègre un groupe de testeurs qui a vraiment le même degré très haut de compréhension du sujet. Et deuxième, effectivement, axe, c'est les experts davantage web. Typiquement, écarter les professions qui travailleraient web designer, dans les agences web, etc. Après, ça, c'est le genre de filtre. Si vous passez par un panéliste, les panélistes, c'est de leur devoir d'appliquer ce filtre, de même que, j'insiste là-dessus, un panéliste se donne des limites dans le nombre de sollicitations qu'il peut faire vis-à-vis d'un même utilisateur dans l'année. Pourquoi ? Parce que pour ne pas en faire un expert précisément des tests utilisateurs. Super. Alors, dans la même lignée, je relève une question de Lisa. Quand on se trouve dans le cas où on veut tester le site d'une nouvelle startup qui a vraiment peu de moyens, est-ce qu'on peut faire tester à ses proches ? Ce serait pas forcément la bonne solution. Il va y avoir plusieurs biais qui vont entrer en jeu. Ça peut être une forme de biais un peu affectif. La personne qui est votre proche a conscience de tout ce que vous avez mis comme trip, comme temps, etc. dans ce que vous lui soumettez. Donc, je déconseillerais plutôt cela. Par rapport à la problématique budgétaire, on pourrait plutôt envisager ce qu'on envisage des guérilla tests, que je n'évoque pas ici lors de cette présentation. Guérilla, pourquoi ? C'est l'idée de faire assez vite, avec peu de moyens. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas structuré et organisé. Différents cas de figure. Si vous êtes, par exemple, dans une pépinière d'entreprise ou dans un lieu où vous avez d'autres personnes, entre guillemets, avec une certaine disponibilité autour de vous, ce peut être des prétendants à votre test, sous réserve, comme je l'ai dit juste avant, attention qu'on ne tombe pas sur des experts des deux catégories que j'ai évoquées juste avant. Sinon, dans les autres possibilités de faire, si vous êtes sur du grand public, ça se fait de emmener votre matériel de test, vos ordinateurs, partir à deux par exemple, dans un café, ici par exemple à Tours, en plein milieu de la ville, et puis vous allez essayer de recruter des gens dans la rue en leur promettant, votre promesse c'est je vous offre un café, un thé en échange de 10-15 minutes de votre temps. Attention, ça ne peut pas être plus au regard de la gratification que l'on remet, donc il faut aussi avoir conscience que le matériel de test ne peut pas être très conséquent, mais voilà comment un test guérilla peut s'organiser, c'est une façon de faire et il y en aura encore d'autres. Donc c'est une possibilité, les guérilla tests, qui peut être envisageable pour répondre à nos participantes. Super, merci Antoine. Tu parlais des biais qui peuvent perturber le process. J'imagine qu'il y en a un certain nombre. Bon, c'est pas forcément l'idée, mais j'imagine que quand on démarre des tests, c'est parfois difficile de se mettre dans une posture totalement objective. Il va y avoir des biais de confirmation. On va avoir envie peut-être de lire certains avis ou de regarder, d'avoir en tout cas des avis qui nous confortent, qui nous plaisent. Tu as complètement raison, c'est effectivement un point de vigilance. J'ai envie de citer une petite citation d'Olivier Siboni, auteur du livre « Vous allez commettre une terrible erreur » qui dit « Les biais nous égarent ». Ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne, dans une direction que l'on peut prévoir. Comment ? Eh bien, effectivement, il faut un peu s'exercer. Et donc, évidemment, avec la pratique, vous apprenez à les connaître, à les reconnaître, à vous en prémunir. C'est l'occasion d'une courte page de publicité. Dites-moi si vous voyez à l'écran ce jeu des cartes des biais cognitifs, première édition, qui vient tout juste de sortir, qui est édité par La Grande Ourse, que je me dois de citer, qui a donc composé... alors, le jeu n'est pas très visible. Voilà, on ne le voit pas très bien. Je t'ai mis en grand écran. J'essaye de le rendre plus visible. Donc, vous le retrouvez sur le site de La Grande Ourse, carte des biais cognitifs. Vous avez là 59 biais qui sont présentés selon cette famille, un peu dans l'esprit du jeu de cette famille. Ce peut être un bon moyen, quand vous êtes peu équipé et peu aguerri sur ce sujet des biais cognitifs, déjà d'acquérir vite un certain nombre de repères. Et puis après, c'est pas le tout d'avoir le jeu et de connaître les biais, c'est aussi de les voir en action. Et donc pour ça, rien ne vaut la pratique, quoi. Voilà. Merci beaucoup Antoine pour ces précisions. On en vient à la question suivante, le point clé suivant parmi les 7 que je vous avais cités. Combien sur la durée, le temps pour faire des tests utilisateurs et sur le coût? Alors, je vous l'ai déjà dit,
Beaucoup de facteurs à prendre en compte. Quel est le matériel de test existant, prototype? Pourquoi? Parce que si c'est du prototype, eh bien, ça n'a pas l'air, mais on peut passer un certain temps à vérifier que le prototype permette bien de projeter les utilisateurs avec du vrai contenu. Et ça prend vraiment beaucoup de temps, ces vérifications-là, ces ajustements de contenu, etc. Donc, c'est un des facteurs. Quel type de test? En labo, à distance, avec du questionnaire, avec de la vidéo? Tout ça, c'est autant de possibilités à intégrer. Combien de segments? Un unique? Plusieurs? On l'a également déjà évoqué. Quel profil d'utilisateur? Des courants? Des rares à atteindre? Quel mode de recrutement? En interne? En externe? Hey, vous voyez, ça en fait des questions. Alors néanmoins, pour vous donner des repères, une durée moyenne pour du test utilisateur, je me place dans l'idée de test utilisateur à distance, tel que je vous les ai présentés tout à l'heure. Une campagne, depuis la réunion de préparation de la campagne à la restitution du compte-rendu, prévoyait en moyenne 3 à 4 semaines. Ce n'est pas du temps plein, c'est pour vous dire comment cela s'échelonne dans le temps. L'autre repère que je souhaite vous donner, là encore, difficile pour moi de donner des chiffres selon toutes les possibilités qui sont possibles et imaginables. Je me place dans le contexte de test utilisateur à distance, qui serait mené avec l'outil Test Apic, qui permet à la fois la solution technique et le recrutement d'utilisateurs via son panel, pour un test questionnaire avec 2 segments de 30 utilisateurs. Donc, je rappelle, vous soumettez votre site ou votre appli à 2 fois 30 utilisateurs d'un même profil ou présentant des caractéristiques différentes, ou alors pour un test vidéo avec cette fois-ci 2 segments de 7 utilisateurs, le repère, on est sur un budget d'environ 5 000 € hors taxe. Les gratifications sont incluses, les remerciements par les participants. Donc, on est vraiment sur du tout inclus. Ce coût, c'est à la fois la représentation d'un temps jour homme de l'expert qui travaille avec vous, de la solution technique et du coût de recrutement et de remerciement des participants. Voilà pour ce repère. Est-ce qu'on a des questions qui nous sont remontées entre-temps? Alors, on n'a pas de questions, Antoine, mais je le redis, on a encore un petit peu de temps. Si vous avez C'est pas fini. des questions ou des partages d'expérience, c'est le moment de vous manifester. En tout cas, bon, c'est toujours intéressant d'avoir des exemples, hein, une indication du coût. On imagine bien que c'est difficile pour une entreprise qui démarre de débourser une telle somme, surtout s'il faut multiplier les tests. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même une barrière finalement Est-ce que ça veut dire que les tests conduits professionnellement s'adressent forcément à des entreprises qui sont quand même déjà un peu avancées? J'ai envie de répondre 2 choses à la question que tu me soumets là, Guillaume. Premièrement, les tests, ça a un coût, c'est un peu de temps, oui, c'est vrai, mais après, ce qu'il faut voir, c'est aussi combien ça fait gagner. Parce que quand vous perdurez dans une direction qui n'est pas la bonne, avec plusieurs casseroles que vous allez continuer de vous coltiner dans le temps, leur effet risque de s'accroître et de se ressentir de plus en plus sur vos utilisateurs. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre à un moment 5 000 € sur la table plutôt que 10 ou 15 pour dans 6 mois ou dans un an rectifier le tir? Ça revient à attendre que la maison brûle pour envoyer les pompiers. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, dans quelle mesure est-ce que vous, dans votre activité, vous auriez à conduire des tests de façon récurrente ou non? La question, évidemment, elle mérite d'être posée, puisque si vous vous la posez, c'est peut-être que vous souhaitez vous inscrire dans une certaine récurrence. À ce moment-là, ça ferait sens d'adopter plutôt une forme d'accompagnement, même s'il est progressif, de vos équipes ou de vous-même, pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez à un moment gérer par vous-même, alors tout ou partie des différentes tâches qu'ils sont à faire dans une activité de test utilisateur, partez du principe que même si c'est vous après qui avez acquis la compétence pour le faire, pour les animer, et bien que pour le recrutement, c'est toujours assez fastidieux, c'est pas là qu'il y a le plus de valeur ajoutée, c'est quelque chose qui peut être assez chronophage, c'est quelque chose qui reste toujours intéressant à déléguer à des gens dont c'est vraiment le métier. Donc, et oui, pardon Guillaume. Non, vas-y, termine là-dessus. En fait, avant de basculer peut-être sur vos retours d'expérience, je souhaitais vous présenter un petit quelque chose. J'ai un peu une... Est-ce que tu peux juste Oui. avant, parce qu'il y a une question qui porte sur la slide justement en avant. Bien sûr, je reviens, tu as raison. Cécile nous demande si tu peux préciser pourquoi
il y a une telle différence dans le nombre de testeurs qu'on va mobiliser entre d'un côté le test questionnaire et de l'autre côté le test vidéo? Eh bien, c'est parce que dans un cas, on est davantage sur une démarche quantitative et dans l'autre cas, une démarche davantage qualitative. Et que forcément, le quantitatif, pour qu'il soit un minimum représentatif, on n'est pas sur les mêmes volumes. Je rappelle donc le test questionnaire, l'objectif, c'est davantage d'obtenir des graphiques, des métriques en sortie. Là où le test utilisateur en vidéo, on est vraiment sur de l'expression du quali, de ressenti, de vécu, de compréhension. Donc, ce sont deux logiques différentes. Ça veut dire aussi que dans le test vidéo, il y a probablement l'expression de quelque chose de plus libre, Oui. là où le questionnaire finalement va baliser et on va être sur du oui/non ou en tout cas des choix très très fermés. Ou en tout cas, voilà, des questions avec des choix multiples hein, quand même, hein, il y en a. Et après, ce qui se passe, c'est dans le test questionnaire, les commentaires, donc c'est typiquement le préciser, votre réponse. Vous m'avez dit oui, non, d'accord, j'ai mon quanti, mais parfois, on va s'autoriser d'avoir du commentaire et donc un peu en ce sens-là de quali, voire même sur un test questionnaire, en moyenne, on est sur une quinzaine de questions, 12-15 questions. Il peut y avoir une ou deux d'ouvertes, mais pas davantage. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le but de cette approche. Et puis après, il faut aussi avoir en conscience que le dépouillement et l'analyse de questions vraiment complètement ouvertes, ça prend du temps aussi. Voilà. Très clair, merci Antoine. Et donc, avant de vous passer, participants et participantes, le micro pour faire part de vos retours d'expérience et puis vraiment partager vos questions, je vous propose un petit extrait vidéo. Donc, Testapic a accepté gracieusement que je partage avec vous cette compilation d'extraits. Donc, vous allez voir hein, sur différents sites des utilisateurs qui ont pratiqué le test vidéo avec Testapic. Voilà, donc je vais diffuser cette petite séquence vidéo qui dure 2-3 minutes. Et puis également, vous pourrez réagir. N'hésitez pas à me faire un petit retour via le chat pour me dire, lorsque je vais la lancer, que vous avez bien et la vidéo et le son. Voilà, donc je m'apprête à la lancer. C'est parti. Premières impressions, c'est en fait les couleurs et la disposition des icônes et tout, ça donne un dynamisme, ça fait jeune en fait. Je la trouve un peu vieillotte par son bleu-gris ou son bleu foncé, je trouve que c'est très peu moderne. J'ai pas encore slidé mon écran, j'ai le terme solde qui apparaît 1, 2, 3, 4, au moins 5 fois. Je pense que c'est pas nécessaire d'être aussi agressif, on va dire. 6,62. Voilà, ok. Hop. Ah. Alors, il faut mettre 33 ici. Ok. Donc, 33. Continuer. Ah, 33, 600. Ah, il faut enlever le 0. Ah, okay. D'accord. Hop. Continuer. Ah, encore. Là, on a un exemple de compréhension d'offre. Donc, je vais choisir une assurance. Comment on coche juste sans option? C'est pas évident. Option supplémentaire. Mais moi, je veux pas option supplémentaire. On propose quelque chose. Donc 60 jours pour changer d'avis. Et 100% remboursé. Mais c'est payant. Je suis remboursé, mais c'est payant. C'est quoi? 3 €. Soit 1,50 € par mois. Ouais, mais sur 2 mois, du coup. Je comprends pas le 1,50 € par mois. Parce que si c'est sur un an, ça fait plus d'1,50 €. Enfin, ça fait moins d'1,50 € par mois. Enfin, je comprends pas. Le par mois. Compréhension du contenu. En dessous. Alors attendez, regardez. Prix total 228 €. Prix conducteur de 26 €. Récupération de véhicule. Beaucoup trop d'écriture. On lit une chose sur deux. C'est pas du tout clair. Donc voilà, avoir un graphisme un petit peu plus contenu parce qu'on voit absolument rien. The thing I don't like about this page is the way that the home delivery is hidden away. I think the subtitle should be moved across to the collector. This one we know will cost $229.99, and this one should actually have the $230 odd price, so that it's clear on this page exactly what it costs. I think it's disappointing it doesn't do that. It's almost trying to trick you with the home delivery element. I think it doesn't feel right.
elle me heurte un peu parce qu'il y a trop de rouge en fait. Et quand il y a trop de rouge, c'est sûr que dans le cerveau, le rouge, c'est la couleur pour dire erreur, quoi. Ça me tend un peu en fait. En bas, quand on redescend un peu, on voit les formules light, standard et flex. Et là, c'est beaucoup plus zen pour les nerfs. Ce que j'aime bien sur la pêche, c'est le design. J'aime surtout les pictos qu'on a en haut de page ici. Je trouve que les couleurs sont modernes. Le site est plutôt, ouais, il fait plutôt moderne. Voilà donc pour ce rapide aperçu d'exemples de vidéos enregistrées lors de tests vidéo. Ce que je vais faire, c'est que mon partage de vidéos était peut-être pas des plus optimum, donc je vais partager avec vous dans le chat le lien qui permet de remonter à cette vidéo, comme ça vous pourrez la revisionner si vous le souhaitez. Voilà. Est-ce qu'on a des réactions ou des questions alors? Là, on n'a pas, de questions. On a, je pense, un public qui a sans doute tout compris, qui va pouvoir mettre en place des tests utilisateurs ultra performants dans quelques minutes. C'est assez intéressant de voir dans les vidéos qu'effectivement, il faut tout est commenté. C'est vraiment le moindre truc de manière très très spontanée. Ouais. Voilà, on a vraiment la vie sans filtre, en quelque sorte, et j'imagine que c'est ce qu'on attend quand on fait alors, complètement, et pour illustrer ceci, j'aimerais partager un rapide exemple. Il y a quelques semaines, j'ai fait tester un site internet qui offrait par défaut un mode d'affichage noir, comme on le voit de plus en plus. Et en fait, eh bien, ce mode d'affichage par défaut noir était vraiment très diversement apprécié, compris. Alors compris déjà, non, quasi pas compris. On était sur un site avec une forte problématique environnementale. Le but, c'était de dire, vous voyez, on est raccord. On vous permet de faire consommer moins d'électricité avec votre écran quand vous êtes sur notre site. Sauf qu'il y a très, très peu de gens qui spontanément le comprenaient. Et pire, le fond noir était perçu comme, mais de toute façon, pour l'environnement, on est mort, on ne peut plus rien faire. Ou alors, c'est une marée noire, j'ai aussi lu. Et vous voyez bien qu'on avait un effet qui est complètement inverse, opposé. Et donc là, c'était un point qui était très intéressant à remonter, parce que des stats analytics ne nous auraient pas permis de le déceler. Ok, très clair. Effectivement, le noir n'était pas forcément quelque chose de très très engageant. Non. Si on comprend la démarche dans ce cas-là. J'en profite pour relayer une question. Effectivement, Olivier nous précise, c'est une question de communication. En effet, à un moment donné, il faut aussi être raccord entre. Alors, tout à fait, Olivier, c'est bien vu. Et dans les pistes d'amélioration qu'on a proposées, eh bien, j'ai suggéré de le jouer avec humour et de dire, eh bien, en gros, on éteint la lumière sur le site. Et donc, en ce sens-là, on fait des économies. Et c'est le premier point de la réponse, de la proposition. Et deuxième point, c'est pas fait par défaut. C'est d'abord le mode d'affichage normal et on donne la possibilité avec cette touche d'humour. Et là, on le joue ainsi. Ok. Une question de Lisa sur un test pour un nouveau site. Est-ce que on peut faire passer des tests utilisateurs sur un ancien site, enfin l'ancien site et le nouveau site, avec les mêmes tâches, en admettant que les fonctionnalités soient les mêmes, pour avoir des certitudes sur les tâches à effectuer? En quelque sorte, j'interprète peut-être un peu la question, mais c'est savoir dans quelle mesure le design n'influe pas trop, ou en tout cas où la forme n'influe pas trop, n'empêche pas de faire certaines actions. Alors cette question m'interpelle parce que en lisant entre les lignes, j'ai l'impression qu'on douterait de la nouvelle version, alors que sur le principe, on peut très bien se dire, déjà, faisons tester cette nouvelle version et voyons ce qu'il en ressort. Et si tant est que les résultats étaient assez peu probants, à ce moment-là, peut-être tentons une comparaison avec un retour en arrière à la version précédente. Je le verrais peut-être plus spontanément comme ça. Ok. Très clair. Si vous reste des questions, c'est le moment, parce qu'on arrive à la fin de cette présentation. Antoine, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu veux nous partager, ou peut-être un point essentiel sur lequel tu souhaites J'aurais envie de dire, je pense que les tests utilisateurs, bien que ce soit un sujet qui est universel, encore une fois, j'ai envie de dire, on serait tous concernés, je pense que c'est un sujet qui fait un peu peur. Parce que, comme tout inconnu, tant qu'on ne sait pas lancer, il fait peur, c'est normal. Mais pourquoi cette peur? Parce qu'il y a une part de technicité
avec quelle solution, quel outil on va s'y prendre. Il y a une part de méthodologie. Quand on fait un test utilisateur, on fait quand même, on prépare un protocole, hein. De même que nos participants, eh bien, on les choix pour qu'ils mènent à bien leur mission et voire même qu'on les rappelle qui sait plus tard. Donc à la fois, il faut oser, il faut se lancer. Oui, il faut le faire avec méthode. J'entends aussi évidemment que ça représente un coût, mais après, selon vos cas de figure, vos organisations et vos souhaits de conduite de test utilisateur, ça peut peut-être passer tout simplement par un accompagnement progressif dans l'idée de se dire d'abord je délègue et je me fais accompagner, je me forme petit à petit, et mon but à un moment c'est d'intégrer intégralement le processus, quoi. C'est peut-être une façon de cheminer. Est-ce que, je relais une nouvelle question de Lisa, est-ce que tu as différents outils à recommander pour les tests utilisateurs à distance? Est-ce qu'on trouve des choses assez variées en termes d'outils? Alors, sur les tests à distance, oui, il existe un certain nombre de solutions. Ayez en tête juste d'observer la solution dont on me parle ou que je découvre. Est-ce qu'elle est uniquement technique de vidéo, d'enregistrement vidéo et de partage du matériel de test, notamment s'il s'agit de prototypes, ou est-ce que ça gère également la partie panel? Parce qu'on l'a bien vu, il y a deux composantes. Test APIC, je vous en ai parlé. Pourquoi? Parce qu'on est sorti il y a quelque temps du confinement, et donc moi, par mon activité, c'était assez naturel et spontané de miser sur le test à distance. Donc moi, j'ai fait le choix de cet outil dans lequel j'ai confiance, avec lequel je suis à l'aise dans son usage. C'est une solution qui fait à la fois, donc encore une fois, l'enregistrement, ou en tout cas la soumission des questions, et qui est accolé à un panel. C'est pas le cas de toutes. Après, si vous voulez vous-même faire des tests en interne avec des collaborateurs, etc., la problématique se pose plus facilement à mon sens, parce que votre panel, vous l'avez en interne, et donc vous savez comment traiter et gérer vos collaborateurs. Et puis après, il ne reste plus qu'à se poser la question du matériel de test. Avez-vous aussi besoin véritablement d'enregistrement vidéo? Peut-être que non. C'est aussi possible de prendre des notes et de consigner les observations. Dans ce cas-là, ce que je vous recommande, c'est d'animer les tests donc, en configuration labo et à deux, avec deux postures différentes, un animateur et un observateur. Certes, l'animateur peut consigner des observations, mais quand on se concentre sur le rôle d'animateur, on voit moins de choses que quand on ne fait que l'observation. C'est là où donc un binôme peut être intéressant à mettre en place. Très clair, merci Antoine pour ces précisions. Je pense qu'on a fait le tour de la question d'aujourd'hui. Évidemment, il faudrait bien plus d'une heure pour rentrer dans le détail des différents points, mais un grand merci Antoine de nous avoir partagé ton expertise et ton regard sur le sujet des tests utilisateurs. Je pense que ça a permis à ceux qui ne s'y étaient pas frottés d'avoir des conseils très précieux pour démarrer et mettre de l'ordre dans leurs idées avant de se lancer. Ceux qui avaient déjà fait des tests utilisateurs ont peut-être trouvé des réponses à certaines questions qui se posaient, ou ça leur a peut-être permis de préciser des choses dans les étapes à respecter. Puis c'est vrai qu'avoir des outils sur lesquels s'appuyer, c'est toujours très intéressant pour sécuriser un peu le process. Tu l'as dit, ça demande quand même des ressources, du temps, de l'argent. Il faut trouver le bon équilibre en fonction des objectifs qu'on se fixe et du degré de maturité qu'a notre entreprise. En tout cas, il y a dans ce que tu as présenté beaucoup de conseils et de recommandations très essentielles. Peut-être juste pour les plus intrépides parmi vous qui se sentent l'envie de se lancer, j'ai un livre à recommander. Je vous recommande 30 méthodes du X-Design de Karine Lallemand chez Erol. Vous y trouverez un certain nombre de techniques et de méthodes liées au métier du X-Designer. En l'occurrence, vous aurez dedans un chapitre dédié aux tests utilisateurs et un autre par ailleurs dédié aux problématiques de recrutement de vos utilisateurs, où vous y trouverez encore plus de réponses dans la pratique que ce qu'on a vu là aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, je vous le recommande. Merci beaucoup Antoine. Je suis heureux d'avoir entendu que tu as rappelé qu'on avait un afterwork chez Digital World mercredi prochain. Donc c'est à Orléans pour réunir la communauté régionale. Donc, bien évidemment, vous êtes toutes et tous invités. Il faut pour ça
tout de même vous inscrire sur la page dédiée. Je vais mettre tout de suite le lien, bien évidemment, dans le chat. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient continuer à nous suivre sur les prochains Digitalk, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour parler relations presse, un sujet qui, évidemment, concerne beaucoup d'entreprises de la communauté. Donc, ça nous a été remonté, on avait eu beaucoup de demandes sur le sujet des relations presse. Donc, rendez-vous sur la page des webinaires de Digital War Valley pour vous inscrire sur le prochain dédié aux relations presse. Et la semaine d'après, on verra comment on construit une identité visuelle forte pour sa marque. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci encore Antoine et à Merci Guillaume. bientôt tout le monde. Au revoir.